Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cyber décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je parlerai uniquement des principaux éléments. Le 20 mars 2023, il y a eu un bug dans ChatGPT qui permettait de voir les conversations des autres utilisateurs. Ce bug concernait la librairie Redis PI utilisée par ChatGPT. Que vient faire Redis dans tout ça ? Redis est utilisé en tant que mémoire cache pour stocker les données des utilisateurs et diminuer le temps d'accès aux informations. Plusieurs serveurs Redis sont utilisés pour répartir la charge. Redis PI maintient une table de connexion entre le cluster de serveurs Redis et le serveur Python qui utilise Async.io. Async.io est une bibliothèque permettant de faire la programmation asynchrone. Entre Redis PI et Async.io, il existe deux fils, une pour les requêtes et une autre pour les réponses. Le bug se produit lorsqu'un utilisateur envoie une requête à ChatGPT, puis l'annule après son arrivée dans Async.io. La réponse associée n'est plus valide et peut potentiellement être distribuée à un autre utilisateur. C'est pour cela que certains utilisateurs voyaient des conversations des autres utilisateurs. En parallèle, les administrateurs de ChatGPT ont appliqué une modification par inadvertance le 20 mars à 1h du matin. Cette modification a entraîné également des annulations d'autres requêtes et des réponses erronées de ChatGPT. En parlant d'intelligence artificielle, Microsoft est en train de faire des tests sur une solution de réponse à incidents basée sur l'intelligence artificielle. Cette techno s'appelle Security Copilot. Security Copilot aura une barre de recherche comme ChatGPT et l'administrateur pourra poser des questions pour avoir un statut sur ces incidents ou uploader un fichier pour savoir s'il y a des vulnérabilités. Affaire à suivre donc. Le malware Emotet semble de retour et utilise les produits Microsoft Office pour se propager. Si tu ne connais pas ce malware, il se propage principalement via des emails de spam. La source d'infection peut être un script malveillant ou des fichiers qui prennent en charge des macros ou des liens malveillants. D'après l'investigation de Cofense.com, sur la dernière campagne de ce malware, l'utilisateur reçoit cette pièce jointe. Ce fichier zip contient un document Word, OneNote, Excel, etc. et une macro. Lors de l'ouverture et de l'activation de la macro, le malware est téléchargé et exécuté sur la machine. Emotet utilise aussi Microsoft OneNote pour se propager. Le mode opératoire est le même, un utilisateur reçoit un email avec une pièce jointe qui est un fichier OneNote. Ce fichier affiche un avertissement lors de son ouverture. Pour afficher le contenu du OneNote, il doit cliquer sur le bouton View qui va en parallèle lancer une macro. Cette macro va se connecter à un site distant afin de récupérer un fichier DLL qui sera exécuté via l'outil reg srv32. Pour terminer, Microsoft a commencé à déployer depuis 2022 les mises à jour sur Office pour bloquer par défaut des macros provenant d'Internet. Si tu souhaites savoir en détail comment fonctionne cet algorithme de blocage, je te recommande cet article. Comme d'habitude, je partage les sources dans la description. Petite parenthèse, avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce contenu. Lifi a identifié un nouveau malware Android nommé Nexus. Il est vendu en tant que masse sur des forums ou des canaux privés comme Telegram. Voici une capture de la promotion de ce malware sur un forum. L'abonnement mensuel coûte 3000 $ et les développeurs ont interdit son utilisation en Russie ou dans la communauté des États indépendants dont les membres sont la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Moldavie, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Ce malware Android peut enregistrer les touches du clavier, récupérer les identifiants, récupérer le SMS qui contient le code d'authentification multifacteur, voler les porte-monnaies numériques qui contiennent des crypto-monnaies, voler des cookies et voler des codes dans l'application Google Authenticator. La nouvelle version permet d'effacer les SMS reçus et la possibilité de démarrer ou arrêter le module de vol de code de l'authentification multifacteur. Nexus contient un module de chiffrement mais qui est en cours de développement. Le malware communique avec un serveur distant pour l'envoi de données et l'exécution de commandes. Voici une capture du portail d'administration de ce serveur. Une fois authentifié, on retrouve par exemple la liste des équipements infectés, le modèle du smartphone, une liste de fausses pages d'authentification pour la récupération d'identifiants valides. On retrouve également le statut de la connexion avec les équipements infectés, etc.
Une autre page permet d'afficher les données collectées. Pour conclure, Cliffy pense que Nexus va probablement infecter plusieurs téléphones dans les prochains mois. Les serveurs Linux mal gérés ou pas mis à jour sont la cible d'une nouvelle campagne qui déploie des variantes d'un logiciel malveillant appelé Shellbot. Shellbot ou Perlbot est un logiciel malveillant développé avec Perl et qui permet un déni de service. Il utilise le protocole IRC pour communiquer avec le serveur distant du pirate. Parmi les machines ciblées, on retrouve par exemple les serveurs qui utilisent un mot de passe par défaut ou un mot de passe simple. Ces serveurs peuvent être vulnérables à une attaque par dictionnaire. Le pirate va donc scanner tous les serveurs qui utilisent le port 22 pour le SSH. Ensuite, il utilise une liste d'identifiants et de mots de passe souvent utilisés. Voici un extrait de cette liste. Dès que le pirate accède à la machine, il installe un robot IRC qui va communiquer avec un serveur distant. L'objectif est d'envoyer des données collectées vers le serveur ou d'exécuter une commande envoyée par le pirate. Le pirate va également exécuter une série de commandes. La première va télécharger un fichier sur un serveur distant. La seconde commande va vérifier le nombre de cœurs disponibles sur le processeur, lister les cartes graphiques NVIDIA et télécharger un script, l'exécuter et le supprimer. Et les deux dernières commandes permettent aussi de télécharger des scripts Perl. En parcourant un de ces scripts, j'ai retrouvé quelques commandes utilisées par le robot IRC. Il peut par exemple envoyer un email, lancer un scan SQL, lancer un scan Nmap, lancer un déni de service, etc. Pour terminer sur cette partie, Shellbot existe sous 3 versions. Mendiant, la filiale cybersécurité de Google a publié un article sur un groupe chinois qui a exploité la vulnérabilité 0D CVE 2022 41328 chez Fortinet et le déploiement de plusieurs malwares sur les systèmes Fortinet et VMware. La CVE 2022 41328 permet à un attaquant ayant des droits privilégiés de lire et écrire des fichiers arbitraires sur un système FortiOS. 3 composants importants de Fortinet sont impactés par cette vulnérabilité: le FortiGate 627 qui est un pare-feu, le FortiManager 647 qui est une plateforme de gestion centralisée des équipements Fortinet et le FortiAnalyzer 647 qui est une plateforme centralisée de gestion de logs. Dans le premier scénario, l'attaquant accède à un FortiManager exposé sur Internet. Ensuite, il va modifier un code Python sur le FortiManager, puis sur le FortiAnalyzer pour ouvrir un accès secret, Syncrust. À partir du FortiManager, il va installer sur les pare-feux des scripts pour exploiter la vulnérabilité CVE dont j'ai parlé précédemment. Ces scripts vont aussi installer un accès secret sur ces pare-feux, qui s'appelle CastleTap. Ensuite, il va se connecter directement au pare-feu, puis il va effectuer un déplacement latéral pour monter une connexion SSH sur les serveurs ESXi, installer des accès secrets VirtualPITA et VirtualPy, et exécuter des commandes sur des machines virtuelles. Petite parenthèse, un ESXi va héberger plusieurs machines virtuelles et le vCenter est le logiciel qui permet de gérer les ESXi. Dans le second scénario, l'accès au FortiManager est restreint uniquement au FortiGate. L'attaquant va alors passer par un accès secret, CastleTap puis Syncrust, sur un FortiGate, puis rebondir sur le FortiManager via un outil de redirection du trafic réseau qui s'appelle TableFlip. Il va ensuite installer cet outil Reptile sur le FortiManager qui va lui permettre le contrôle à distance. Pour revenir sur l'exploitation de la vulnérabilité CVE 2022 41328, voici un petit résumé. L'attaquant a constaté que la commande suivante execute wireless controller HS20 sur le FortiGate ne vérifiait pas correctement les arguments. Cette commande permet de téléverser ou uploader via FTP ou TFTP des fichiers .ico d'un serveur vers un pare-feu FortiGate. Cette commande ne vérifiait pas le type de fichier et était vulnérable à l'attaque par traversée de répertoire qui permet d'uploader des fichiers de moins de 65 535 octets dans n'importe quel dossier. L'attaquant a donc exploité cette traversée de répertoire pour uploader des fichiers sur le pare-feu. On peut voir ici que sur un pare-feu compromis, un raccourci existe entre LSCPI et sysctl et que le fichier sysctl a une taille de plus de 1,4 million d'octets. Sur un pare-feu qui n'a pas été compromis, on n'a pas ce raccourci entre les deux fichiers et le fichier sysctl a une taille de seulement 251 000 octets. Tous les systèmes Fortinet qui ont été infiltrés affichent généralement ce message d'erreur lors du démarrage.
Pour plus de détails, comme d'habitude, je mettrai le lien de l'investigation de Mandiant et Fortinet dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine actu, je te recommande cette autre vidéo. À bientôt.